Salut, c'est le prof d'histo. Nous allons traiter des principales lésions vasculaires de la peau. Cette vidéo se regarde mieux dans l'autre sens. La durée de ce cours est d'un peu moins de 20 minutes. Cela peut être un peu long. Comme vous le savez, il peut être difficile de rester éveillé et bien concentré lorsqu'on regarde un cours vidéo sur son ordinateur ou son téléphone. Afin d'améliorer votre concentration, je vous conseille de réduire toutes les distractions potentielles, les notifications de votre téléphone et de bien vous isoler. Comme ça, vous pourrez rester concentré pendant tout le cours. Bien entendu, vous pouvez le regarder autant de fois que nécessaire si vous le souhaitez. Comme vous pouvez le voir, la classification OMS 2018 reconnaît de très nombreuses entités vasculaires malignes, intermédiaires, les hémangio-endothélium, la tumeur vasculaire atypique et le nodule épithélioïde angiomateux, mais aussi de très nombreuses lésions bénignes. Ces lésions sont des hémangiomes ou des malformations. On va aussi parler de lymphangiome pour les lésions lymphatiques. Le but de ce cours n'est pas de vous faire un catalogue de toutes les lésions, mais plutôt de vous apprendre à reconnaître les plus fréquentes. Nous allons donc commencer par certains hémangiomes, notamment l'hémangiome capillaire lobulaire. Première lésion que nous allons traiter, l'hémangiome capillaire lobulaire. Hémangiome capillaire lobulaire est le terme utilisé par la classification OMS 2018 des tumeurs cutanées. Mais souvent, vous entendrez aussi le terme de botryomycome ou de granulome pyogénique, notamment par les dermatologues. Alors le terme granulome pyogénique est un faux ami parce que cette lésion n'est ni granulomateuse et n'est pas forcément pyogénique. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une prolifération vasculaire bénigne qui était initialement imaginée comme réactionnelle, un type hyperplasique de bourgeon charnu, mais qui est maintenant considérée comme une authentique lésion néoplasique, donc comme un hémangiome. Sa caractéristique, c'est d'avoir une architecture lobulaire et de survenir sur un terrain clinique particulier. Il s'agit d'une lésion très fréquente. Elle peut toucher les adultes mais aussi les enfants et plutôt les femmes. Elle va siéger au niveau de la tête et du cou, elle peut siéger au niveau des bras, des gencives et apparaît dans des contextes comme la grossesse, un traumatisme, une contraception orale, des rétinoïdes oraux, voire des antirétrovéraux. La clinique est stéréotypée, il s'agit d'une lésion à croissance rapide, généralement ulcérée, de coloration érythémateuse ou bleutée, qui saigne facilement. Le diagnostic différentiel clinique peut être le mélanome nodulaire. La taille est variable de 10 à 20 mm et les hémangiomes capillaires lobulaires peuvent être uniques ou multiples. Image histologique d'un hémangiome capillaire lobulaire. Vous remarquez d'une part l'architecture lobulaire, ces différentes formations nodulaires, lobulaires dans le derme qui réalisent une expansion exophytique. On retrouve aussi des collerets épidermiques, ces collerets qui témoignent d'une lésion à croissance rapide. Cette lésion peut ulcérer ou pas l'épiderme. À plus fort grandissement, ces bouquets de capillaires qui sont bien groupés en différents lobules qui vont aller au contact de l'épiderme en surface, en profondeur. On retrouve bien cette architecture lobulaire caractéristique de la lésion. Sur cette lésion dont le plan de coupe n'est pas optimal, on visualise bien les différents lobules de capillaires groupés autour de lumières vasculaires plus ectasiques. Enfin, certains botryomycomes sont clairement ulcérés. Sous l'ulcération, on pourra retrouver de l'œdème et une inflammation. Autre lésion vasculaire qui peut présenter un aspect un peu comparable à l'hémangiome capillaire lobulaire, mais avec une clinique complètement différente, l'hémangiome rubis. L'angiome rubis ou hémangiome rubis est une lésion très fréquente qui est aussi une prolifération capillaire dermique superficielle. Elle peut présenter une architecture lobulaire, il s'agit d'une lésion bénigne
qui est acquise et fréquente de l'adulte. Elle présente elle aussi de nombreux synonymes, tache rubis, angiome sénile, et les anglo-saxons l'appellent le Campbell de Morgan spot. D'un point de vue clinique, cette lésion est fréquente, mais va plutôt apparaître chez les adultes et les sujets vieillissants. Elle augmente avec l'âge. Il s'agit de lésions multiples, de petite taille, qui peuvent être planes, maculaires ou réaliser de petites saillies, arrondies et rouges vifs, d'où leur nom de hémangiome rubis. Ces lésions vont augmenter avec l'âge, elles sont sporadiques ou liées aux hormones, et leur localisation sont plutôt au niveau du tronc, des membres supérieurs plus que les membres inférieurs. Il s'agit de lésions bénignes. Image histologique d'un angiome rubis, celui-ci est exophytique, mais certaines lésions peuvent être beaucoup plus planes. D'un point de vue histologique, il s'agit de bouquets de capillaires et de vénules qui sont plus ou moins remaniés, qui peuvent former là aussi une petite collerette épithéliale, mais qui sera moins marquée que dans l'hémangiome capillaire lobulaire. Et ces bouquets et lobules vasculaires sont séparés de l'épiderme par une plage fibreuse. À plus fort grandissement, ces différents capillaires qui présentent des hématies et d'autres qui présentent un aspect plus vénulaire associé à des remaniements hyalins, un stroma myxoïde ou fibreux un peu lâche. Autre lésion, les angiokératome. L'angiokératome n'est pas à proprement parler un hémangiome, mais plutôt une ectasie vasculaire. Et je vous le traite ici pour que vous voyez bien la différence avec les lésions précédentes. Les angiokeratomes ne sont pas des hémangiomes, à savoir des tumeurs, mais plutôt des malformations ou ectasies capillaires ou capillaro-lymphatiques associées à une réaction épidermique hyperplasique. Il existe 4 présentations cliniques différentes. Les angiokeratomes de Fordyce, qui siègent plutôt sur le scrotum chez les sujets vieillissants, les angiokeratomes de Mibelli, chez les jeunes filles au niveau des extrémités, qui sont multiples et verruqueux, l'angiokératome circonscrit, qui est en général unique, et les angiokératomes diffus, qui sont pour leur part associés à la maladie de Fabry et qui se présenteront sous la forme de nombreuses papules symétriques du bas du tronc. Le principal diagnostic différentiel de ces lésions, en raison de leur caractère verruqueux, est l'hémangiome verruqueux, et pour faire la différence, on pourra s'aider de GLUT1 et des aspects histologiques qui sont un peu différents. Le pronostic est bénin et le traitement est local en cas de gène. D'un point de vue histologique, les angiokératomes se présentent sous la forme de capillaires nettement congestifs qui siègent juste sous l'épiderme. Ils sont présents dans le derme papillaire et vont réaliser une expansion qui va déformer l'épiderme sous-jacent. Ce dernier est hyperplasique et associé à des aspects d'acanthose et d'hyperkératose, et à la différence de l'hémangiome verruqueux, il n'y aura pas de contingent vasculaire profond et il n'y aura pas d'expression de GLUT1 au niveau de l'épithélium. Ici, sur cette image, vous voyez sur la gauche l'hyperplasie épidermique et la dilatation et congestion capillaire sous-épidermique de cet angiokératome. Autre lésion, le lac veineux, qui est aussi une lésion congestive. Il s'agit d'une dilatation veineuse bleutée qui peut se thromboser et qui est du sujet âgé. La lésion est de survenue rapide. Il s'agit d'une lésion banale. Elle siège au niveau de la tête et du cou, des lèvres et des oreilles et se présente sous la forme d'une papule unique, bleutée ou violacée de moins d'1 centimètre. Là aussi, cette lésion peut simuler cliniquement une lésion mélanocytaire dermique. D'un point de vue histologique, il ne s'agit pas d'une lésion mélanocytaire, mais bien d'une lésion vasculaire et en objective une cavité congestive riche en hématies qui peut être thrombosée au niveau du derme superficiel. Autre lésion, le lymphangiome. Le lymphangiome n'est pas un hémangiome et je vous le traite pour que vous puissiez mettre en balance l'aspect qui est différent par rapport à l'angiokératome. Il s'agit de malformations superficielles des lymphatiques qui touchent surtout les enfants mais qui peut survenir à tout âge. L'aspect clinique est assez caractéristique, constitué de vésicules claires ou sanglantes, plus ou moins coalescentes, qui vont siéger au niveau des membres proximaux, des ceintures, creux axillaires, des épaules, du cou, au niveau de la région génitale ou de la langue. Le pronostic est bon, sauf s'il y a une atteinte profonde ou viscérale. Comme vous le voyez, cette lésion peut ressembler à un angiokératome, mais à la différence de l'angiokératome, on ne visualise pas d'hématie. Les lumières vasculaires sont remplies d'une substance amorphe, lymphatique.
Ces lymphatiques sont dilatés et vont là aussi soulever l'épiderme, mais celui-ci ne sera pas hyperplasique comme dans un angiokératome, mais plutôt aminci. À plus fort grandissement, l'endothélium est lymphatique, aplati, constitué d'une seule couche, et au sein des lumières, on pourra visualiser des monocytes et des lymphocytes. Il peut y avoir des hématies s'il y a des remaniements hémorragiques, mais celles-ci seront moins importantes que dans un angiokératome. Enfin, on peut s'aider de l'immunomarquage D240 pour prouver la nature lymphatique de ces différentes lumières. Autre lésion, les enfants cette fois, l'hémangiome infantile. Je profite de parler de l'hémangiome infantile pour faire la différence avec les hémangiomes congénitaux de type riche et niche. Riche pour Rapidly Involuting Congenital Hemangioma et niche pour Non-Involuting Congenital Hemangioma. Ces deux lésions n'expriment pas GLUT1, contrairement à l'hémangiome infantile qui, lui, exprime fortement GLUT1, comme nous allons le voir. L'hémangiome infantile est une lésion à connaître car il s'agit de la tumeur vasculaire pédiatrique la plus fréquente. Cette tumeur présente un potentiel d'autorégression. D'un point de vue clinique, elle siège plutôt au niveau de la tête et du cou. Chez les nourrissons, il existe une petite prédominance féminine et l'évolution est stéréotypée. D'abord une phase de croissance, qui histologiquement sera cellulaire et mitotique, une phase de stabilisation et une phase de régression, où l'angiome se transforme peu à peu en tissu fibreux et en métaplasie adipeuse. Le pronostic est bénin, mais cette lésion, selon là où elle est située au niveau du visage ou de la tête et du cou, peut être localement destructrice. Elle peut être traitée par bêta-bloquant. Voici l'image histologique d'un hémangiome infantile dans sa phase de croissance primaire, immature, qui est constituée de lobules denses de capillaires siégeant dans le derme et l'hypoderme. À plus fort grandissement, les lumières sont petites, régulières, peu dilatées, peu congestives, associées à des péricytes, ce qui donne un aspect globalement cellulaire. Lors de la maturation de l'hémangiome, les lumières vont se dilater, devenir plus congestives, l'aspect est moins cellulaire. Enfin, lors de la régression, ce tissu va être remplacé par des adipocytes et de la fibrose, même si des vaisseaux sont encore visualisés. Le diagnostic est très facile dès lors qu'on réalise l'immunodétection anti-GLUT1, qui est fortement positive dans l'endothélium. Le marquage doit être intense, diffus et présent dans l'endothélium. Attention, le piège, c'est que les globules rouges expriment GLUT1. Il faudra bien visualiser un marquage au niveau de la paroi des vaisseaux. Le marquage continue d'être conservé même dans les hémangiomes régressifs, où vous voyez qu'il y a des lumières vasculaires qui ne présentent pas de marquage au niveau de leur paroi, alors que d'autres sont encore marquées dans cet hémangiome infantile régressif. Autre lésion, l'hémangiome épithélioïde. Il s'agit d'une prolifération vasculaire bénigne qui présente comme caractéristique un infiltrat inflammatoire marqué, souvent riche en polynucléaires éosinophiles, et un endothélium turgescent, épithélioïde, avec des cellules dites plump qui peuvent se disposer en pierre tombale. Cliniquement, cette lésion touche les adultes jeunes, peut être unique ou multiple, cutanée ou profonde. Elle siège préférentiellement au niveau de la tête et du cou, mais pas seulement. Elle peut aussi siéger au niveau du tronc, des tissus mous profonds, et il s'agit d'une lésion bénigne, mais qui peut récidiver. Voici l'image histologique, où l'on observe une prolifération vasculaire siégeant dans un infiltrat inflammatoire plus ou moins marqué, qui est riche en polynucléaires éosinophiles. Dès ce grandissement, on observe que l'endothélium n'est pas aplati, mais présente au contraire des cellules très épithélioïdes qui vont faire protrusion dans les lumières vasculaires. Ces cellules épithélioïdes peuvent présenter des vacuoles caractéristiques. Autre aspect où on observe bien l'endothélium épithélioïde de cet hémangiome épithélioïde et surtout la présence d'une inflammation lymphocytaire et riche en polynucléaires éosinophiles. Autre lésion, l'hyperplasie endothéliale papillaire. Il s'agit plus d'une réaction floride de l'endothélium à une thrombose qu'une authentique tumeur. Cette lésion est bénigne et réactionnelle. La présentation clinique, il s'agit d'une lésion des jeunes adultes, plutôt des femmes, qui siègent au niveau de la tête et du cou, des extrémités destales, notamment les doigts. Il s'agit d'une lésion nodulaire de petite taille, inférieure à 3 cm, de croissance lente, qui va se développer soit à partir d'un vaisseau thrombosé,
soit d'une lésion vasculaire malformative ou d'un angiome préexistant, soit d'un hématome. Son pronostic est bénin, mais les récidives locales sont possibles. Cette lésion mime une tumeur par son architecture papillaire très marquée, qui va s'organiser en périphérie d'une thrombose ou d'un hématome. Ces papilles seront bordées d'une assise endothéliale qui n'est pas atypique et qui formera qu'une seule couche cellulaire. Autre lésion, les malformations vasculaires. Les malformations ou amartomes sont à connaître car elles peuvent être potentiellement associées à des syndromes spécifiques. Il existe une classification, la classification ISVA, qui va reposer sur la nature du vaisseau et sur la rapidité des flux. On oppose donc les malformations à flux lent, qu'elles soient capillaires comme l'angiome plan, veineuses ou lymphatiques, et les malformations à flux rapide. Et il existe de très nombreux syndromes associés à ces différentes malformations. Le seul message à retenir, le plus important, c'est que la différence histologique entre un hémangiome et une malformation peut être très difficile et le diagnostic va reposer sur l'intégration avec les aspects cliniques et radiologiques. Plusieurs images histologiques de malformation, par exemple celle-ci où on voit que les lumières vasculaires sont de calibre varié et vont s'arboriser au sein d'une trame adipeuse. Il est assez courant que dans les malformations vasculaires soit associé du tissu adipeux ou fibreux. Autre exemple, beaucoup plus congestif, où toutes ces lumières sont très dilatées par une importante congestion. Enfin, il n'est pas rare que le pathologiste reçoive une malformation embolisée et on pourra alors visualiser à l'intérieur des vaisseaux un produit noirâtre qui correspond au produit d'embolisation. Autre lésion vasculaire particulière, l'amartome angioécrine, qui comme son nom l'indique est une malformation à la fois des glandes sudorales mais aussi des vaisseaux. L'aspect clinique est celui d'un nodule, généralement unique, congénital ou apparu dans la petite enfance, qui siège au niveau des extrémités, au niveau des pommes et plantes, qui sont riches en glandes sudorales. Il peut aussi apparaître au niveau du tronc, du cou et du visage. Les signes cliniques sont particuliers, la lésion étant douloureuse, potentiellement associée à une hyperhidrose et qui va augmenter progressivement de taille. Le pronostic est bénin, mais la lésion peut être enlevée chirurgicalement en raison de son caractère douloureux. Voici l'image histologique où l'on observe dans le derme la coexistence de lumières vasculaires qui sont intriquées à des pelotons sudoraux. Autre lésion vasculaire, l'hémangiome en touffe. L'hémangiome en touffe est une lésion des enfants. C'est une lésion bénigne qui appartient au spectre de l'hémangioendothélium caposiforme et qui est particulière et à connaître car elle peut provoquer, lorsqu'elle est de grande taille, un syndrome de Casabar-Merritt. Il s'agit de lésions des nourrissons et des enfants, qui peuvent être maculeuses, papuleuses ou sous forme de plaques de croissance lente, qui vont siéger au niveau de la tête et du cou et du tronc. Voici une biopsie d'un hémangiome en touffe. On observe une lésion qui siège au niveau du derme et de l'hypoderme et qui est constituée de multiples nodules particuliers, car très arrondis, qui vont donner un aspect en boulet de canon. À plus fort grandissement, ces nodules sont constitués de petites lumières vasculaires tassées entre elles, qui peuvent être cerclées d'une lumière lymphatique en forme de croissant. Et c'est ce qui est confirmé par ces immunohistochimies avec le CD31 qui est diffusément positif et dessine bien les nodules, et le D240 qui lui est plutôt périphérique et va dessiner des lumières arciformes qui enserrent les nodules, en formant des croissants. Une autre lésion qui ressemble à l'hémangiome en touffe mais avec un contexte clinique complètement différent, l'hémangiome gloméruloïde. Hémangiome gloméruloïde qui est associé à un contexte clinique, la maladie de Castleman ou le POMS syndrome, et qui va se présenter cliniquement sous forme de papules érythémateuses multiples, du tronc et des extrémités. Le diagnostic est bon, mais ces lésions sont persistantes. Comme vous pouvez le voir sur l'histologie, les aspects ressemblent un peu à l'hémangiome en touffe, mais sont différents. Il s'agit de multiples nodules intravasculaires, cette fois, dermiques, qui vont ressembler à des glomérules rénaux. Le contexte clinique est tout à fait différent, ces lésions ne survenant que dans le POMS syndrome et dans la maladie de Castleman. Autre lésion, l'hémangiome mécroveinulaire. Cette lésion est rare, bénigne et quiescente. Il faut la connaître car elle pose un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur vasculaire atypique ou un angiosarcome en raison de son aspect disséquant. La présentation clinique est différente de l'angiosarcome car il s'agit de jeunes adultes, la lésion étant papuleuse ou sous forme d'une plaque érythémateuse qui va siéger au niveau des extrémités, plus rarement du tronc.
Le pronostic est excellent, les récidives sont exceptionnelles. D'un point de vue histologique, on comprend aisément qu'on peut se tromper avec un angiosarcome sur la simple infiltration, les lumières vasculaires disséquant le collagène, la lésion étant mal limitée. Si l'on observe mieux cette lésion à fort grandissement, malgré ce caractère très infiltrant, on remarque que la lésion est entourée d'une seconde couche de cellules, les péricytes, que l'on peut bien visualiser avec une actine musculaire lisse, que l'endothélium n'est pas atypique, qu'il n'y a pas de protrusion à l'intérieur des vaisseaux constitués de cellules atypiques mitotiques, qu'il n'y a pas d'inflammation. L'HHV8 est négatif, il n'y a pas de prolifération fusiforme associée et le Ki67 sera bas.